Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième webinar de notre édition spéciale MOOC Accueil Organisme de tourisme. Donc on est ravis de vous retrouver pour ceux qui étaient déjà là la première fois, de vous rencontrer pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc on va passer 1 heure ensemble, 1 heure sur le thème aujourd'hui des réseaux sociaux avec une belle brochette d'invités. Voilà, on va peut-être commencer par se présenter. Donc autour de l'écran, alors du côté de Paris, Bénédicte Mimbourg, bonjour, directrice de la formation chez Atout France. Philippe Fabry qui nous rejoint aujourd'hui pour son premier webinaire avec nous. Donc Philippe qui est responsable des médias sociaux ici à Atout France. Bonjour à tous. Et puis donc de l'autre côté, enfin sur le territoire, je sais pas comment on va dire ça comme ça, sur les territoires. Donc on a Sandrine Buffenoir qui est aux Pays-Bas. Bonjour voilà, Sandrine. En direct d'Amsterdam. Sandrine est adjointe au directeur du bureau des Pays-Bas. Et puis on va revenir dans l'Hexagone avec, par ordre d'apparition en tous les cas pour moi à l'écran, Marie-Laure Pogu qui est responsable web à l'Office de tourisme le Voyage à Nantes. Adèle Motte qui est webmarketeuse à l'Hôtel de Collioure, et puis Sylvain Breffy de l'hôtel de Léron-Marraine qui est community manager. C'est bien ça? Tout à fait, exactement. Ok, donc bienvenue à vous aussi, merci de nous avoir rejoints. On va passer au sujet du jour. Juste avant, je vous fais le traditionnel petit point météo du MOOC Accueil France édition Office de tourisme, organisme de tourisme, pardon, même s'il y a beaucoup d'offices de tourisme, il y a aussi d'autres organismes de tourisme. Donc aujourd'hui sur le MOOC, vous êtes 109. Ça y est, on a dépassé la barre des 100. On est ravis d'être avec vous tous et que vous soyez nombreux. Et puis, vous continuez à bien bosser de votre côté de l'écran. Vous êtes déjà 22 à avoir fini la totalité des cours. Et il y en a quand même 6 et ils sont un peu denses, bravo. Vous êtes 13 à avoir fait plus de 70% des parcours, 16 à avoir fait presque plus de la moitié, entre 40 et 70% du cycle. Donc voilà, il y en a encore qui ont un peu de route à faire devant eux, et c'est tant mieux parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et puis côté classement, le palmarès, le podium qui commence à se dessiner. Eh bien à nouveau, je crois d'ailleurs comme l'année dernière, le trio de tête pour l'instant est féminin. Bravo les filles. Les deux premières sont du Nord, puisque ce sont Léa et Cécile qui sont de l'Office de tourisme de Dunkerque. Et la troisième, toujours dans la partie nord de la France, c'est Anne-Sophie Gravé qui est de l'Office de tourisme du Havre. Et je crois d'ailleurs qu'il y en a qui sont de leur côté, enfin qui sont avec nous aujourd'hui parmi nos 3 premières. Donc bravo à elles. Et puis les suivants, vous savez ce qui reste à faire. Il y a des points à gagner, des battles à lancer pour vous hisser et détrôner du classement. Voilà pour le MOOC. Merci Marie. Bon, je prends le relais. Effectivement, je rebondis sur Marie. On voulait une centaine d'inscrits pour ce MOOC, on est à 109. C'est la dernière semaine. Si certains de vos collaborateurs veulent encore s'inscrire, comme vous le savez, ce MOOC finit fin décembre. Donc, il y a encore un bon mois pour s'y mettre ou pour commencer à rejoindre le trio de tête, puisque vous pouvez gagner des points. Vous avez tout expliqué sur la plateforme, notamment en faisant des battles. Mais ça, c'est pour un autre moment. Alors, nous démarrons ce second webinaire sur le thème des réseaux sociaux. Effectivement, on s'est dit que c'était quelque chose sur lequel ça serait intéressant d'échanger entre vous tous. Je vais faire Madame Loyal, donc on va essayer de tenir dans l'heure qui suit. Tout en vous donnant la possibilité de poser des questions. Donc, vous avez sur la droite de votre écran un forum ou un chat. Vous pouvez à tout moment envoyer des questions. On a une petite équipe de choc qui est là présente dans la salle avec nous et qui nous passera les questions. Il y a déjà eu d'ailleurs des questions envoyées hier.
Voilà, donc ça c'est important d'avoir cette interactivité. Le programme, très rapidement, on va démarrer sur une introduction un petit peu de rappel de quelques voilà, éléments clés sur les réseaux sociaux. C'est Philippe et Sandrine avec un focus sur le marché néerlandais qui vont démarrer. Et ensuite, ce que je vous propose en 3 séquences sur lesquelles on fera le mode table ronde avec nos amis des offices. On va parler d'abord des contenus, qu'est-ce qu'on met, est-ce qu'on adapte par rapport à des clientèles européennes ou des clientèles selon leur âge, leur style, etc. Deuxième sujet, comment vous êtes organisé au sein de l'office, qui s'occupe des réseaux sociaux, avec qui cette personne travaille-t-elle. Et troisième sujet, comment on évalue ce qu'on fait, ça je crois que c'est un sujet majeur. Voilà, donc ça sera 3 séquences sur lesquelles je donnerai la parole au fur et à mesure à tous ceux qui veulent apporter un témoignage. Philippe, on démarre avec vous tout de suite pour ne pas perdre de temps. On va passer votre présentation à l'écran et je vous donne la parole. Voilà. Normalement, vous la voyez apparaître. Voilà, il faut juste remonter sur la première. Ouais, on va monter la première slide et puis on va voir. Voilà. Petit réglage technique en temps réel. Et voilà, c'est parti. Peut-être la mettre en plein écran. En plein écran, nous espérons que vous avez tous accès à la présentation de Philippe. Voilà, Philippe, on vous laisse démarrer. Alors bonjour à tous, on peut déjà directement aller à la slide 2. On va pas forcément donner énormément de détails ce matin parce que vous connaissez toutes les études et puis les chiffres bougent à une vitesse astronomique dans le domaine, mais c'est plutôt rappeler un petit peu un cadrage très rapide. J'ai mis que 3 chiffres, que ça suffit à ce stade. La croissance des internautes continue. On est désormais plus de 4,5 milliards d'internautes dans le monde, qui fait un taux de pénétration de plus de la moitié de la population mondiale, 55% en détail. Et on va tout de suite donner les chiffres, les 2 grands chiffres clés pour les réseaux sociaux. Donc, c'est désormais plus de 3,3 milliards d'utilisateurs actifs. C'est important, hein, le terme actif. Il y a plus d'utilisateurs de réseaux sociaux. C'est ceux qui sont connectés au moins une fois par mois. Donc, plus de milliards, ce qui fait environ un taux de pénétration de 44%. Et la grosse spécificité, c'est que majoritairement, maintenant, les utilisateurs des réseaux sociaux se connectent sur un téléphone portable. Ça, c'est excessivement important. C'est peut-être le chiffre le plus important, ce qui veut dire, on rentre déjà dans le cœur du sujet, ce qui veut dire, est-ce que mes contenus, ma stratégie est adaptée au mobile? Ça, c'est excessivement important par rapport à ça. Ce qui est important d'avoir aussi en tête, c'est que certes, ça continue de croître, les réseaux sociaux, l'utilisation, mais c'est porté par 2 continents. C'est en gros l'Afrique et l'Asie qui ont des taux de croissance assez importants par rapport à ça. En un an, grosso modo, c'est environ plus de 320 millions d'utilisateurs en plus actifs sur les réseaux sociaux. Pour vous faire simple, c'est quasiment 1 million d'utilisateurs actifs en plus sur les réseaux sociaux par mois depuis un an. Voilà. Pareil, les chiffres clés, donc pareil, les chiffres, la nouvelle sous slide est déjà 1 mois et demi, est déjà périmé pour Facebook. Il y a déjà, je regarde, 2,3 milliards, donc il y a déjà, 7 millions d'utilisateurs en plus sur Facebook depuis le début du mois d'octobre. Donc on est sur des taux de croissance assez importants. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est toujours assez intéressant. On va quand même rappeler un point important par rapport à Facebook. Il y a certains déclins d'audience sur certains marchés, surtout sur les clientèles un peu jeunes. On voit que l'audience commence à décliner, mais comme il y a une croissance qui est portée par d'autres marchés, ça se stabilise. On peut, si on veut, découper en 2 ensembles, on va dire pour faire simple. Facebook domine majoritairement les réseaux sociaux, mais il faut être un petit peu plus précis, on va dire. Il faut distinguer 2 zones. L'Asie, qui a son propre écosystème, et particulièrement la Chine, avec Sina Weibo et WeChat, qui dominent énormément le marché, avec une spécificité de ces réseaux sociaux qui sont beaucoup sur la messagerie instantanée. Et on va dire le reste du monde, pour faire simple, dominé par Facebook, même si on regarde dans le détail, il y a des spécificités sur un certain nombre de marchés. Je pense par exemple à la Russie qui a son propre écosystème, mais globalement, on peut dire qu'au niveau mondial, Facebook domine le marché. Voilà, globalement, c'était les seuls chiffres clés que je voulais vous donner. Je vous ai mis en lien dans la présentation que vous aurez après une étude un peu complète qui vous donne pays par pays l'intégralité des statistiques qui peuvent vous intéresser. Voilà. Merci Philippe. Oui, donc on peut dire que même avec les turbulences entre guillemets que Facebook connaît sur certains marchés, globalement, sur la partie non asiatique, ça reste quand même
l'entrée phare des réseaux sociaux. Merci Sandrine, on te passe la parole. Oui. Si tu peux nous faire un focus sur le marché néerlandais. Bien sûr. En voyant ta présentation, on va fermer ça. Ah ben là, à la suite, là. Tu passes. Ah, et à la suite, là, vous êtes. Voilà, sur la diapo 5. Oui. À toi. Voilà. Donc moi, je vais vous faire un focus plutôt sur le marché néerlandais puisque c'est un marché qui est assez particulier en ce sens qu'il a été l'un des premiers utilisateurs des réseaux sociaux. Il avait même jusqu'à 2014 un réseau social qui concurrençait assez fortement Facebook qui s'appelait Hive, qui maintenant évidemment a perdu de vitesse et a été complètement englouti et est devenu un site média. Mais c'est vrai que jusqu'à 2014, on n'avait pas vraiment Facebook sur le marché. Il a vraiment augmenté à partir de 2014. Et je vais vous présenter les spécificités. Donc, comme vous voyez, Facebook n'est pas le réseau social numéro 1 en termes d'inscrits. C'est WhatsApp, la messagerie WhatsApp. On a également une forte prédominance, comme vous voyez, de LinkedIn, qui est le 4e réseau social aux Pays-Bas. Pourquoi? Parce que les Néerlandais l'utilisent comme une carte de visite professionnelle. Ce sont des gens qui aiment beaucoup les contacts par les réseaux sociaux. C'est très facile d'accès pour eux. En 5e, on va retrouver le réseau Instagram, qui est plutôt utilisé par les 15-19 et les 20-39. Et ensuite, on va retrouver un petit peu plus loin le réseau Snapchat, qui est utilisé par les 15-19 ans. On surveille également la montée en puissance de TikTok, également aux Pays-Bas. Pour Facebook, je tiens juste à souligner que chez nous, ça devient de plus en plus un réseau social pour atteindre les personnes de plus de 40 ans, notamment les seniors qui sont très actifs. On le voit également au niveau publicitaire, ce sont les seniors qui répondent le mieux aux publicités sur le réseau. À noter également Twitter, qui est utilisé pour les informations, les discussions en live devant des émissions de télévision. C'est également un réseau qui est beaucoup utilisé dans le monde professionnel des médias pour la communication d'entreprise et pour la communication auprès de réseaux. Je passe à la diapo suivante. Donc les Néerlandais, en fait, ils ont 3 grandes caractéristiques. Si on combine la communication entre soi et les vacances, ils disent toujours ce qu'ils pensent. Je pense que vous l'avez vu dans vos offices, c'est des gens qui sont assez directs, que ce soit en positif ou en négatif. Ce sont par leur culture, leur patrimoine des découvreurs et des voyageurs. Les Néerlandais, toujours, même au temps, voilà, au XVIIIe, XVIIe siècle, voyager pour découvrir des nouveaux territoires, pour faire du commerce. Aujourd'hui, ça se retrouve dans le taux de départ en vacances qui est de 83%, dont plus de la moitié part à l'étranger tous les ans. Ils ont complètement adopté les réseaux sociaux de tous les âges. On va retrouver des enfants de 11 ans sur certains réseaux. On va retrouver des grands-parents à 70, 80 ans sur d'autres réseaux. Donc, tout ce qui se passe pendant leurs vacances, à l'étranger notamment, va être diffusé sur les réseaux. Que ce soit des visuels qui vont se retrouver sur Instagram, qui vont se retrouver sur Facebook, que ce soit par type de destinataire. Par exemple, pour les grands-parents, quand ils partent, ils vont faire des groupes WhatsApp avec leur famille. Donc, on va retrouver dans la famille tout un réseau WhatsApp d'échanges de photos, d'échanges de petites vidéos, d'expériences, de commentaires, de recommandations. Également, les jeunes vont garder le contact avec leurs amis via le réseau Snapchat pour se donner des nouvelles via les petites stories Snapchat. Donc, c'est vraiment en permanence une utilisation. Il y a le phénomène de ce qu'on appelle la peur de rater quelque chose, le FOMO. Donc ça, c'est vraiment, également aux Pays-Bas, vous avez toujours cette notion d'avoir mieux que l'autre, d'avoir l'expérience mieux ou plus nouvelle ou plus unique que l'autre. Donc c'est pour ça, ici, on est beaucoup en recherche de produits uniques et ça se retrouve dans les réseaux puisqu'ils vont pas copier les Instagrammeurs vedettes dans leur prise de vue. Ils vont toujours chercher les nouvelles prises de vue, les nouveaux lieux à Instagrammer, la meilleure photo, la meilleure expérience à partager sur Facebook, le restaurant où les autres ne vont pas être allés, par exemple, ou le musée qui va être un petit peu en décalage par rapport à des choses traditionnelles. Donc c'est pour ça que nous, on travaille sur les réseaux sociaux aux Pays-Bas, on fait une veille aussi en permanence pour voir les types d'utilisation, les profils de destinataires, entre guillemets, de messages sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour la partie suivante, pour la table ronde. Très bien. Merci Sandrine. Alors moi, je retiens tout de suite
le mot veille. Je vais couper la parole, non, c'est bon? Non, c'est bon, c'est terminé. On va rebondir, voilà. Je retiens tout de suite le mot veille. Je crois que effectivement, c'est particulièrement un sujet sur lequel il faut qu'on soit tous en alerte tout le temps. Alors, je propose qu'on passe à la première partie du débat et qu'on donne la parole à nos amis en ligne. Alors, on va travailler sur les contenus peut-être déjà. Comment vous, voilà, on va donner la parole à chacun. Quel type de contenu diffusez sur les réseaux sociaux? Quelle différence vous faites d'un réseau à l'autre? Alors, on a déjà beaucoup de questions qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, on va les traiter au fur et à mesure. Marie va interrompre aussi pour apporter voilà, les questions des personnes en ligne. Alors, on va peut-être donner la parole. Qui est-ce qui veut démarrer sur ce sujet? Adèle, peut-être sur les contenus. Comment vous travaillez là à Collioure? Adèle, dites-nous. Alors, à mon avis, avant de parler de contenu, c'est pas mal de parler d'objectifs. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup à Collioure, c'est le taux d'engagement. Donc, on va pas chercher à courir après les abonnés. L'objectif, c'est vraiment d'avoir voilà, une communauté engagée qui va interagir et qui va vraiment s'intéresser à la destination et qui n'est pas là par hasard. Donc, c'est vraiment ça qui va guider notre stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Après, sur les trois réseaux sociaux, donc nous, on est sur Facebook, Twitter, Instagram. Ce qui va être déterminant, ça va être le visuel. Parce que voilà, c'est vraiment ça qui va interpeller, qui va impacter. Donc un visuel inspirant, c'est pour moi vraiment essentiel. Après, pas que. Il faut justement, pour garder l'engagement de nos abonnés, éviter les lacets, donc être tout le temps à tester de nouvelles choses. Donc je peux commencer par Facebook d'abord. Nous, comme différents types de contenus, on peut avoir du contenu spontané. Donc voilà, admettons vraiment, on a une très belle lumière aujourd'hui à Collioure. On va filmer de l'instantané. Il se trouve que dans les autres villes de France, il pleut. Donc là, pour le coup, on va être assez efficace. Après, au niveau de l'événementiel, ça va être assez intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment croiser les supports. Donc, par exemple, pour les fêtes de Saint-Vincent à Collioure, on avait fait un petit reportage donc sur la page de l'événement, on l'avait partagé sur la page de l'OT. On avait créé des visuels par rapport à l'événement sur Instagram et on avait de l'info flash sur Twitter H-1, H-2 avant le début du spectacle. Et après voilà, avec des stories. Donc le live, nous on n'en fait pas parce qu'on privilégie vraiment la qualité du visuel. Je préfère toujours avant tout contrôler la qualité. Et donc après, avec le site internet qui va nous donner un descriptif complet de l'événement, et ça fait vraiment voilà une efficacité en termes de communication d'événement. Donc après, on peut avoir du contenu d'expérience, donc notamment des blogs de voyage. Donc ça va être super intéressant parce que les abonnés sont à l'affût de bons plans et ils vont vraiment se mettre dans la peau du blogueur. Donc c'est quelque chose qui est très efficace et généralement les photos sont de très bonne qualité. Et après, on peut aussi donc diffuser des bons plans, donc activités. Et si on veut voilà pousser un peu plus un produit, donc faire du sponsorisé. Après, donc sur Instagram, nous on a la chance d'être beaucoup photographiés. Donc du coup, c'est vrai qu'on reposte pas mal les photos de nos Instagrammeurs. Ils apprécient, donc c'est tout bénef. On fait pas mal de jeux concours, ce qui
peut marcher aussi, mais pas tout le temps, parce qu'il faut éviter l'asset, donc tout le temps essayer de renouveler, faire tout ce qui est voilà les 10 meilleures photos du moment qu'on peut relayer aussi sur Facebook. Je l'ai pas dit aussi sur Facebook, mais ce qui marche aussi beaucoup, c'est les votes. Le vote d'une cover sur Facebook, c'est ce qui marche très très bien. Et après, sur Twitter, on va être beaucoup sur du relais d'information, sur l'intervention de l'OT, donc lors de salons, à l'étranger, et de l'info flash, donc comme je disais sur les événements, H-2 avant tel événement. On va peut-être, oui, vas-y, Ouais, Marie. justement, Adèle, en quelques mots, là, on a une question, enfin, qui est un peu récurrente, là, qui revient. Facebook, Twitter, en 2 mots. Facebook, Twitter, quel média social, quel réseau social choisir et quelle spécificité pour l'un ou pour l'autre. Et la question, est-ce que Twitter, pour un office de tourisme, c'est valable? En 2 mots, puis après, peut-être que les autres, vous pourrez aussi nous donner votre point de vue sur ces sujets. En 2 mots, Adèle, juste. Alors déjà sur Facebook, ce qu'on peut se dire, c'est que on peut, en termes de contenu, on est beaucoup plus libre. On n'a pas de limite, donc on peut vraiment en profiter pour diffuser des contenus assez différents. Et après, en termes d'abonnés qui nous suivent, ça va pas être les mêmes sur Facebook et sur Twitter. Donc sur Facebook, c'est vraiment là où on va communiquer sur voilà, comme je disais, du contenu spontané, de l'événementiel, de l'activité. Sur Twitter, on est plus voilà sur les actions de l'OT et ce que peuvent relayer aussi, par exemple, les blogueurs, ce que peuvent relayer la région sur Collioure, ce que peut relayer, admettons, le TER sur une info, voilà, sur Collioure. On est plus sur du relais d'information. C'est une site qui est assez différente. D'accord. On passe peut-être la parole à Sylvain sur ces sujets, sur les contenus, sur est-ce qu'on utilise tout. Bonjour à tous. Donc, du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Adèle, on va reprendre un petit peu le même schéma, mais nous, notre stratégie, elle est vraiment axée sur Facebook, Twitter, Instagram. Et en priorité, nous, on va vraiment développer notre communication sur Facebook, en fait. Donc ça a été étudié au préalable avec mon directeur, mon responsable du pôle numérique, Mathias. Et du coup, comme le disait Adèle, on va vraiment prioriser et publier du contenu de qualité. Et nous, ce qui va marcher essentiellement sur Facebook, ça va être en format de publication, ça va être des photos, donc des statuts photos, la photo verticale, le diaporama photo. On va proposer de temps en temps des lives sur des thématiques différentes. Par exemple, il y a un an, je suis allé mettre en avant un site patrimonial qui s'appelle le Port des Salines, en fait. Donc, c'est un peu un écomusée où on peut faire des balades en barque. Donc, j'ai embarqué à bord d'une barque, j'ai interviewé la responsable du site et du coup, les gens, ils ont apprécié ça. Ensuite, je vais aussi publier beaucoup de vidéos. Et j'ai essayé récemment, c'est Facebook Première aussi, c'est une nouvelle fonctionnalité du réseau social. Donc, j'ai essayé de tester. Donc, il faut vraiment tout tester. Mais nous, sur Facebook, ce qui va le mieux marcher, ça va être des photos vraiment verticales, optimisées pour de la visualisation sur smartphone, bien entendu. Ensuite, après, après, si je détaille niveau contenu sur Facebook, comme le disait Adèle, ça va être des informations, des photos prises sur le vif ou des vidéos prises sur le vif qui vont vraiment intéresser notre clientèle. Par exemple, je ne sais pas si l'été, il y a eu des dauphins au large d'Oléron et j'ai repris cette vidéo et ça a super bien marché. Les gens, ils aiment bien ça, des contenus originaux et de qualité. Voilà. Tout dans le visuel. Ouais, c'est vraiment le visuel, notre stratégie. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur Facebook, on a une ligne édito qui est vraiment très précise. On va publier 2 à 3 publications par semaine, selon des heures, des créneaux horaires bien précis, des jours bien précis. Et bon, ça, on en reparlera peut-être après au niveau des statistiques. Au niveau de l'organisation et des stats. Oui, tout à fait. Alors, on va peut-être passer la parole, 3e expérience, au voyage à Nantes. Alors, Marie-Laure, qui est accompagnée d'une autre collègue. Alors, il faudrait que vous regroupiez parce qu'on ne peut pas. Bonjour Florence aussi. Alors, en complément de ce qui a déjà été dit, comment fonctionne le voyage à Nantes?
Alors, le voyage à Nantes, ouais, c'est plusieurs sites. On va parler que de deux. C'est le voyage à Nantes et Nantes Tourisme. Donc, sur ces deux sites-là, on a des sites internet et des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, plus d'autres. Trio, oui. Oui, on va s'atteler à ce que vous compreniez pourquoi nous avons le voyage à Nantes et Nantes Tourisme dissociés. Donc, ben voilà, ma camarade part. Oui. C'est toujours là. C'est la magie du direct. J'ai un problème de salle. Bon, je reviens, excusez-moi. Donc, le voyage à Nantes, Facebook, nous faisons du culturel, c'est-à-dire ça devient un média et on ne travaille pas principalement l'image. C'est vraiment le contenu dans son ensemble et notre objectif, c'est que cette information soit le plus diffusée. Donc, si on est en dessous de 15 000, par exemple, on se dit qu'on a mal fait notre travail. Et ça, on nourrit notre communauté toute l'année, tous les jours, avec une information très timée. En revanche, sur Nantes Tourisme, on est plus sur une information de destination. Donc là, on peut avoir de l'information qui intéresse un public étranger, quoique on ne le travaille pas complètement parce qu'on est vraiment en français, et un public vraiment Grand Ouest, par exemple, et Paris. Voilà. Ça, c'est pour le positionnement. Sur Facebook, le voyage à Nantes, notre cible, enfin ceux qui nous suivent et qui nous partagent, ce sont à 64% des femmes entre 18 et 35 ans. Donc ça correspond à la cible qui était attendue sur le voyage à Nantes. Donc on continue ainsi. On aimerait bien travailler comme vous autres aussi l'idée de l'image parce que c'est très impactant, on est d'accord. On n'a pas de dauphin, on n'a pas beaucoup de soleil. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler plutôt le compte Instagram. Et donc, c'est le dernier arrivé dans notre sphère, enfin, quoique ça fait maintenant 4 ans qu'on le bosse. Et on sent bien que c'est celui-là qu'on veut travailler avec l'image des points de vue. On a encore du boulot à faire. Et tout ce boulot, c'est pas que nous, Florence et moi, et les autres équipes qui travaillent sur les réseaux sociaux. Maintenant, mais là, on en... Oui, bonne transition. Oui, Marie-Laure. Ah, on a perdu Marie-Laure. Florence est revenue, mais on a perdu Marie-Laure. Alors, j'ai peut-être une petite question pendant ce temps-là. Vous allez tous nous répondre. Une question très précise. Le hashtag a-t-il un impact sur Facebook? Peut-il contribuer à capter la clientèle? Alors, clairement. Yvan ? Franchement, pour notre part, le hashtag sur Facebook, moi, je l'utilise pas. Je pense qu'il n'est pas assez utilisé dans l'expérience client sur Facebook. Le hashtag, on va vraiment l'utiliser sur Instagram, plus précisément, et Twitter. Mais, nous, par rapport à notre communauté de fans et leur expérience sur Facebook, nous, on va pas utiliser le hashtag sur Facebook, quoi. Ok. Voilà, sur le hashtag. Puis Philippe voulait rajouter quelque chose. Je confirme que pour Facebook, ça n'a pas une très très grande utilité, l'utilisation du hashtag. Comme l'a dit Sylvain, c'est très peu utilisé par les consommateurs sur Facebook. La seule utilité, mais elle va être plutôt interne, donc elle est accessoire, c'est quand vous n'avez pas forcément des outils pour suivre, c'est de dire je suis en capacité de comptabiliser mes actions que j'ai pu faire sur Facebook. C'est la seule utilité que ça peut avoir. C'est en effet, par contre, sur Instagram, en effet, là, par contre, il faut avoir une stratégie assez poussée. Si possible, avoir un hashtag de marque qui permet d'identifier sa communication et ce que peut poster les consommateurs. Merci Philippe. Alors, on a reperdu Nantes, j'ai l'impression. Marie-Laure, non, on a perdu Nantes. Bon, on va essayer de les peut-être raccrocher. une question à Sandrine. Voilà. Marie-Laure, on vous rend la parole et puis après, j'aurai une petite question à Sandrine. Ah, je suis désolée, on a été coupé. Ouais. Bon. Donc, voilà, sur la fin de la première question, on va clore cette partie avec vous deux. Voilà. Alors, je ne vais pas répéter ce que mes autres confrères, collègues ont dit parce qu'on est aussi sur les mêmes problématiques et les mêmes enjeux. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Florence si elle a quelque chose d'autre à vous dire plus précisément.
J'ai pas entendu tout ce que tu as dit. Vas-y quand même. Ah oui, c'est vrai que tu étais partie. J'ai parlé de la diffusion. Oui, je pense qu'il y a une chose qui est importante, outre les images et les vidéos. Je sais pas. Ah, voilà. Voilà, génial. Et de mettre, moi je mets souvent des liens qui renvoient vers nos sites pour avoir du trafic vers les sites. Hop, pas Instagram, ça marche pas, mais pour Twitter et pour Facebook. Et pour que les gens n'aient pas toute l'information sur Facebook, mais aient envie d'avoir un horaire, un tarif, quelque chose en plus sur le site. Donc je mets des informations qui sont pas partielles, mais pas tout le détail pratique, afin qu'ils puissent venir et puis finir leur visite sur le site, avoir plus d'informations et éventuellement trouver d'autres choses. D'accord, ça fonctionne. Vous voyez le nombre de clics vers les sites, du coup vers le site qui fonctionne bien. Ouais. D'accord. Sauf s'ils ont toute l'info dans le post Facebook, bien entendu, mais justement, essayer de mettre un petit détail pour qu'ils viennent. Petit intermède international, question à Sandrine, qui vient des OT. Comment capter les visiteurs étrangers sur les réseaux sociaux? Voilà. Est-ce qu'il faut faire une page Facebook à part entière en langue anglaise, ou est-ce qu'il faut la même page, mais avec donc un texte écrit français-anglais? Voilà. Sandrine. Sur Facebook, non, il vaut mieux faire si on veut vraiment se diriger vers plusieurs marchés, il vaut mieux avoir une page dans la langue anglaise, c'est sûr, mais une page, je conseillerais plutôt d'avoir un Facebook Manager, et à ce moment-là, d'avoir une page en français, une page en anglais, et de les gérer avec des cross-postings, de gérer ces deux pages vraiment différemment, parce que votre clientèle qui va parler anglais, elle va pas avoir les mêmes besoins que votre clientèle française. Comme le disait Nantes, sur la page France, ils vont cibler le Grand Ouest, Paris. Ils vont pas cibler forcément Marseille non plus. C'est pas les mêmes besoins qu'un Parisien ou que quelqu'un qui habite Rennes ou qui habite Bordeaux. Donc c'est vrai aussi que sur une page en anglais, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça va être une autre stratégie que ce qu'on va pouvoir écrire en français. Ça va pas être les mêmes contenus forcément, ou ça va être le même contenu mais peut-être quelques mois avant. Ça va pas être la même discussion. Après, il faut savoir quelle cible on va viser avec cette page en anglais. Est-ce que ça va être une clientèle britannique uniquement? Est-ce que ça va être des Britanniques plus des Néerlandais, plus des Allemands, plus des Suisses? Parce que là, on va pas avoir les mêmes sujets forcément pour les attirer. Donc après, pour aller les chercher, ça rentre dans le cadre d'une stratégie globale aussi. On y reviendra plus tard. Une page Facebook n'existe pas par elle-même pour elle toute seule. Elle fait partie d'un ensemble. Et je vais juste rebondir, on parle de Facebook, mais on a aussi beaucoup, nous, des questions par rapport à Instagram. Et c'est vrai que si vous avez déjà un compte Instagram qui fonctionne bien, autant l'utiliser en mettant des légendes en anglais plutôt que juste en français. Instagram, c'est un média visuel, hein, que ce soit dans les stories, que ce soit dans les lives, que ce soit dans Instagram TV ou dans les photos. Vous n'avez pas forcément besoin d'écrire 10 pages en français pour être compris. Écrivez plutôt quelques mots en anglais avec les bons hashtags aussi. Ça, Instagram peut vous aider par rapport aux hashtags. On peut trouver les classements, on peut trouver les trends aussi. Plutôt que de vous embêter à faire une page Instagram en français, une page en anglais, une page en chinois, une page en néerlandais. C'est plus simple peut-être d'avoir un seul compte plutôt que 10 comptes. Parce que 10 comptes, ça veut dire aussi peut-être 10 personnes qui savent écrire dans cette langue-là. Alors qu'Instagram, vous pouvez trouver des visuels beaucoup plus consensuels que ça ne va l'être pour Facebook. Facebook, un Instagram. Alors, ça fait une bonne transition pour la deuxième partie de ce débat qui était comment est organisée l'animation des réseaux sociaux dans votre office? Qui parle, quelle coordination avec les autres services? Parce que là, on sent bien avec l'intervention de Sandrine qu'on est quand même sur toute une démarche d'ensemble et que les réseaux sociaux doivent s'intégrer, y compris sans doute aux autres équipes en charge de la promotion, à d'autres personnes parlant d'autres langues, etc., etc. Sylvain, tout à l'heure, vous avez évoqué le responsable du pôle numérique. Comment est organisé, en quelques mots, et on va demander ensuite à Nantes et à Collioure, comment vous êtes organisé à Oléron, à l'Office du tourisme? Donc, déjà, Oléron, l'entité Office de tourisme Oléron-Marraine, donc oui. Ça a été créé en 2015 dans le cadre de la loi NOTRe. On est un office intercommunal réparti sur 15 communes, donc le territoire est assez vaste. On est 12 bureaux d'accueil en fait. Il y a un siège social et après on est tous dispatchés dans des bureaux d'accueil où on fait à la fois de l'accueil et à la fois on a une spécialité. On a double casquette en fait. Pas tout le monde, mais le principal, ça va se passer comme ça. Donc moi en l'occurrence, je travaille dans un bureau d'accueil tout au nord de l'île. Donc je suis conseiller en séjour d'une part et d'autre part, je travaille pour le pôle numérique en tant que community manager.
Donc là, j'ai un double planning établi selon mes besoins et selon la saison. Après, je vais vraiment travailler en étroite collaboration sur les réseaux sociaux avec mon directeur et Mathias, le responsable du pôle numérique. Au pôle numérique, on est 3 personnes en fait. Donc il y a Mathias, il y a moi et il y a ma collègue qui est webmarketeuse. Et il va y avoir une transversalité des services, notamment dans la création de contenu pour ma part. Car sur mon temps numérique, je vais aller faire pas mal de contenu avec mon réflexe, avec mon smartphone, y compris aussi sur mon temps de loisir, quand je vais aller surfer, quand je vais faire une balade en bateau, je vais faire des contenus. Voilà, c'est comme ça, le métier de CM maintenant, c'est comme ça. Et ces contenus, ils vont être utilisés donc à la fois pour moi, mais à la fois aussi pour le pôle presse qui va réutiliser ces contenus pour justement faire de la com à l'international ou à l'échelle nationale. Voilà pour ma part, je ne sais pas si j'ai répondu. Un planning, on a compris un planning quand même. Chacun sait exactement un calendrier, un agenda, sait aussi quand il doit intervenir, quel jour, etc. Vous arrivez bien à vous coordonner sur tout ça. Oui, tout à fait. Là, du coup, depuis maintenant 3 ans, les plannings sont vraiment bien calés et on a établi, selon mes besoins à moi en termes de numérique, je vais dire à ma RH, j'ai besoin de tel créneau horaire qu'elle va me libérer et voilà, on va fonctionner comme ça, quoi. D'accord. À Collioure, peut-être, Adèle? Comment ça marche à Collioure? Alors à Collioure, donc je suis seule à animer les réseaux sociaux. Après, c'est pareil, hein, je fais pas que ça. Donc après là, ce qui est intéressant, c'est que de A à Z, je pilote les réseaux sociaux, donc ça me permet vraiment d'analyser tout ce que je fais. Je définis également un planning de publication. Et après, ce qui me semble assez essentiel, c'est de beaucoup échanger avec les autres services. Voilà, notamment ma collègue qui s'occupe de tout ce qui est promotion, donc auprès des Instagrammeurs, à l'international. Parce que voilà, l'objectif aussi des réseaux sociaux, ça va quand même être de représenter voilà, vis-à-vis donc de notre marque, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui est fait voilà, au niveau des Instagrammeurs. Je pense que voilà, ce qui est essentiel, c'est d'avoir vraiment un bon échange avec notamment la personne qui s'occupe de la promotion et après, bien sûr, avec la direction, parce que les réseaux sociaux, on représente quand même l'image de Collioure. Donc être en phase avec le positionnement. Voilà. Après, ce qui est évident, c'est que voilà, il faut définir un planning de publication pour avoir en tête toutes les animations qu'on peut avoir, les activités qu'on veut diffuser. Et ça, voilà, c'est un travail d'équipe à mettre en place. Mais après, voilà, c'est moi qui vais piloter toute la stratégie réseaux sociaux, quoi. D'accord, en interface avec les autres, donc voilà, c'est ça. Alors, nous avons nos deux amis de Nantes. Oui. Nous avons nos 2 amis de Nantes qu'on a par intermittence, mais là, voilà. Oui, alors, on n'a pas vraiment entendu les interventions des autres, hein, donc c'est pas grave. L'idée, c'était de savoir comment était organisée la personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est vraiment bien en interface avec tout le monde dans toute la démarche stratégique des 2 pôles, hein, Nantes Tourisme et Voyage à Nantes? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un calendrier, des réunions hebdo? Voilà, quelle est l'organisation? Alors, on a des réunions effectivement avec différents services, aussi bien la communication que le service commercial pour récupérer des informations à diffuser de ces 2 parties avec les différents composantes du voyage à Nantes, hein, parce qu'il n'y a pas que l'office de tourisme. Donc, on a beaucoup d'informations à diffuser, à récupérer pour bâtir des calendriers, soit à très long terme pour des expositions. Encore perdu Nantes. Oui. Ah, je vous vois plus, mais bon, c'est pas grave. On continue, c'est pas grave, on continue en audio. Et du coup, on a aussi des informations que l'on peut à diffuser qui sont récupérées via nos collègues de l'accueil qui ont aussi beaucoup d'informations qui arrivent par leur biais et qui peuvent intéresser les publics.
Donc après, nous, on peut construire un… Alors, peut-être Marie, Une connexion question. Internet qui est un petit peu apérée du côté peu haché. Non, vous êtes là? On va passer une question. Alors, on va se prendre Oui. du temps de l'organisation. Une question plus sur les outils. Question pas organisation, mais organisation technique. Alors, je sais pas, peut-être Sandrine, Philippe, vous aurez peut-être des idées là-dessus. Quels outils utiliser pour travailler de manière productive et gérer l'activité sur plusieurs réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un tableau de bord? Tout à l'heure, Sandrine parlait de Facebook Manager, je crois, mais est-ce qu'en transversal sur tout, voilà, qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous préconisez? Pour commencer, j'ai envie de dire, pas si important que ça dans l'absolu. Un bon fichier Excel qui permet de suivre son activité, c'est déjà très bien. Et entre nous, la majorité le font pas. S'ils le font quand il faut faire le bilan d'activité, où là, tout le monde se met à faire des commentaires, c'est un peu la ritournelle, souvent moins sur les réseaux sociaux. Les gens qui s'occupent des réseaux sociaux ont plus la logique de suivre l'activité, mais un bon fichier Excel qui suit au jour le jour l'activité éditoriale et un autre tableau qui comptabilise mensuellement ce qui se passe. Parce que ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est pas tant les chiffres dans l'absolu, de dire ouais, on a fait un tournage, etc. Ce qui est important, c'est de pouvoir suivre sur la durée. C'est comme ça qu'on juge ses actions. Est-ce que mes posts ont fonctionné, etc. Si on n'a pas d'antériorité ou d'éléments, par exemple concurrentiels d'autres territoires, ben on a un peu l'important, c'est de faire ça. Après, il y a des outils, il existe en effet des outils pour suivre l'activité sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, quand on a une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter, Excel, c'est largement suffisant dans l'absolu pour bien suivre son activité. Parce que ça paraît simple dans l'absolu, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut bien choisir les indicateurs. Voilà, on voit des têtes qui approuvent du côté de Sandrine et Sylvain, vous voulez intervenir là-dessus ou Sandrine? Non, mais un tableau Excel et puis les outils Digitize qui sont déjà fournis par les… On n'a que trop largement. N'allons pas se compliquer la vie. Voilà. Nous, c'est différent parce qu'on a une quarantaine de pages Facebook, une trentaine de compteurs, donc on a 2-3 réseaux sociaux, franchement, on peut le faire. Et surtout, c'est important, je vais conclure là-dessus, c'est excessivement important de faire son propre tableau de bord parce que les réseaux sociaux ont tendance à évoluer, à faire évoluer les formules. Et ça, c'est excessivement important parce qu'après, on va comparer des choux et des carottes. Vous allez en tirer des enseignements qui sont pas bons. Donc, il est important de se définir ces indicateurs et de les suivre dans le temps. Et pas simplement se baser sur les chiffres qui sont communiqués par Facebook, Twitter, etc. Ça peut avoir changé dans le temps. Instagram, par exemple, a fait évoluer les modes de calcul sur l'engagement. Et après, c'est un peu problématique pour suivre dans le temps. On avait coupé la parole à Nantes. On va revenir. Il y a une question qui arrive sur les indicateurs les plus pertinents. C'est la dernière partie. On va y arriver. Nantes, on vous coupe. À chaque fois, on a été coupé. On a la peut-être voilà, on était sur le pilotage, sur la stratégie d'ensemble. On n'a pas eu la fin. Vous êtes toujours là? Bon, alors on va peut-être enchaîner sur la dernière partie. Ça va très vite, on en est vraiment désolé, mais je pense qu'elle est très importante aussi. C'est vraiment quels sont ces indicateurs, Philippe, que vous avez évoqués, les plus pertinents. Comment on peut évaluer ces résultats? Comment on peut piloter sa stratégie? Alors, on va peut-être commencer par Nantes. Comment évaluer vos résultats? Piloter votre stratégie. Vous êtes là. À vous. Piloter votre stratégie. On a entendu évaluer vos résultats. Que ça, donc c'est comment est-ce que vous pilotez votre stratégie, c'est ça? Oui, et évaluer vos résultats. Sur l'évaluation et le pilotage. Et utiliser l'évaluation pour piloter sa stratégie. Voilà. Alors, nous, notre façon de faire, c'est d'être présent partout où c'est possible. Donc, on occupe le territoire. Voilà. Donc, j'espère que je réponds à votre question, parce que on fait beaucoup de veille, on prend notre temps pour décider si on va sur tel ou tel réseau. WhatsApp, par exemple, on n'y est toujours pas. On n'a pas trouvé comment pouvoir parler à votre réseau, à ce public. Nos amis des relations internationales y sont, ont posé déjà les jalons de la destination. Pas vous en tant qu'animation de réseau social.
Sur l'évaluation de vos résultats, justement, pour décider que pour l'instant, WhatsApp, c'est pas le bon support, etc. Comment vous évaluez? Ah, on les a perdus. Bon, alors, on va aller voir Adèle à Collioure. Adèle, c'est un petit moment qu'on ne vous a pas entendu. Alors, l'évaluation des résultats, comment faites-vous de votre côté? Alors déjà, nous, on va voir le court terme et le long terme. Pour moi, c'est quand même essentiel sur, au fur et à mesure, les publications qu'on peut publier. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, enfin voilà. Essayez vraiment toujours de poser la question de est-ce que c'est bien de continuer dans ce sens-là ou pas. Donc ça, et ensuite, bien sûr, l'évolution par la définition de certains indicateurs qu'on se fixe et voir un petit peu l'évolution dans le temps et par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Voilà, c'est vraiment ça qui va être essentiel. Alors nous, ce qu'on reprend comme indicateur, ça va être l'évolution donc du nombre d'abonnés, le taux d'engagement, des visites sur le site internet, la portée. Voilà, c'est essentiellement ça. Sur Instagram aussi, on observe aussi donc sur certains hashtags qu'on a définis l'évolution en termes de partage de photos. Donc c'est ça nos principaux indicateurs. Et après voilà, à partir de ces indicateurs, bien sûr, analyser est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. Après, en termes de stratégie, donc le pilotage de la stratégie, pour moi, du coup, voilà, on a ces indicateurs qui rentrent en ligne de compte, mais ça va être vraiment aussi donc les bases de la stratégie de réseaux sociaux, à savoir quelle ligne éditoriale, quel ton utiliser, le positionnement, parce que voilà, on représente quand même la marque, quels réseaux sociaux, sur quels réseaux sociaux se positionner, etc. Et en fonction de ça, voilà, on peut définir la stratégie des réseaux sociaux. D'accord. Alors, avant de passer la parole à Sandrine, parce qu'effectivement, elle avait préparé quelque chose pour bien résumer ça. Sylvain, est-ce que vous voulez intervenir maintenant sur l'évaluation des résultats, les indicateurs? Qu'est-ce que vous faites? Bah après, moi, je vais reprendre un peu ce qu'a dit ma collègue Adèle à Collioure. Après, nous, pour être vraiment concret pour les structures qui nous écoutent, donc la stratégie, moi, je l'ai établie. Je l'ai couché sur un Google Drive, en fait, sur un fichier Excel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est mon planning édito. Et ce planning édito, il va être structuré donc par semaine. Je vais programmer mes publications 1 mois ou 2 semaines à l'avance. Donc, j'aurai 3 publications type par semaine. Une publication vraiment type carte postale avec un effet waouh, une belle photo de plage qui va vraiment claquer et qui va susciter beaucoup d'engagement. Ensuite, en milieu de semaine, je vais publier, faire une mise en avant d'une activité. Je vais appeler ça un post thématique ou parler de la gastronomie, des huîtres, bref, vraiment une publication thématique. Et en fin de semaine, le samedi soir, je vais essayer de proposer au client un lien posté pour convertir en achat, pour mettre un lien vers un bon plan de notre site internet. Donc ça, c'est une chose, mais pour vraiment définir les jours et horaires de publication, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut aller gratter un petit peu dans l'outil statistique de Facebook, aller voir un petit peu les jours où nos communautés sont connectées en plus grand nombre. Et ensuite, dans ces jours-là, où on a regardé où ils sont vraiment connectés en grand nombre, aller regarder au niveau horaire les pics d'audience niveau horaire, et ça c'est important. Il faut publier là où ils sont connectés en grand nombre en fait. Ça c'est la base, quoi. C'est simple, mais il faut vraiment partir là-dessus pour vraiment toucher le maximum sa communauté, quoi. D'accord. Alors peut-être on va repasser la parole à Sandrine parce qu'effectivement
Dernière diapo que j'ai, voilà, de Sandrine, qu'on va remettre à l'écran. C'est vrai que l'expérience de l'Atout France aux Pays-Bas est un peu différente de la vôtre, mais il fonctionne aussi comme un office du tourisme puisqu'il cherche à toucher le maximum de clientèle néerlandaise qui pourrait venir en France. Sandrine, cette évaluation, cet objectif final, tu as quelques conseils à nous donner? Quelles sont les bonnes questions à se poser? En fait, il faut se demander déjà à quoi sert la page Facebook dans l'ensemble de sa stratégie. Pourquoi on va faire une page Facebook, un compte Instagram? Pourquoi on va faire un compte Twitter? Est-ce qu'on va ouvrir un WhatsApp? Et une fois qu'on a défini le pourquoi et l'utilité aussi de la chose, à ce moment-là, on va se donner les moyens de les intégrer vraiment intégralement dans la stratégie globale de notre communication. Et ça va aussi bien toucher les tours opérateurs que la presse, les médias, etc. Donc, c'est vraiment inclusif. C'est également des outils qu'on met en avant avec nos blogueurs, nos Instagrammeurs. Donc, ça fait partie de notre stratégie globale. Il n'y a pas une chose pour nous, en fait, voilà, c'est complètement intégré. Et surtout aux Pays-Bas, on sait qu'on a besoin de le faire et je pense que c'est valable dans d'autres marchés. Et également, avant même de lancer, on va se demander, voilà, à quoi ça va ressembler si ça marche. Parce qu'une fois que ça pose la question, voilà, comment on va se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là? Et une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce qu'on va faire après? Et ça, je pense que c'est les deux bonnes questions à se poser. Pourquoi on le fait? Et à quoi ça ressemble quand ça réussit? Et ce qu'on fait après? Quelle est l'étape qui se passe après? Et je crois que le parfait exemple de ça, là, je vais sortir un peu du monde des territoires, c'est KLM et Transavia ont lancé tous les deux des comptes WhatsApp. L'objectif premier, c'était la relation client, parce que c'est capital pour la marque KLM et pour la marque Transavia aux Pays-Bas. Et pour KLM, c'était d'autant plus important qu'ils ont une relation quasi familiale avec les Néerlandais. Les Néerlandais les considèrent comme une des marques confort, on va dire, comme une marque doudou pour eux. Donc que KLM puisse leur répondre dans la demi-heure, c'est assez impressionnant. Et vous allez voir KLM et Transavia ont vraiment une stratégie sur WhatsApp, puisque c'est pas non seulement de la relation client, mais ça va être aussi de la vente de billets, de l'échange de billets, la discussion pour améliorer l'expérience client avec KLM et avec Transavia Pays-Bas. Et on va le retrouver sur des domaines complètement hors tourisme. Les assurances santé ont aussi un compte WhatsApp pour répondre à des questions assez rapides. Donc pour eux, il y avait un produit à commercialiser peut-être. C'est ça. Et c'était vraiment un besoin d'expérience client. Après, moi je vois certains campings en France qui reçoivent beaucoup de Néerlandais. Avant même qu'ils créent un réseau social, on va se poser les bonnes questions. Il y en a certains qui me demandent est-ce que ça sert que j'ai un WhatsApp? Je leur dis bah oui, mais si tu as quelqu'un en néerlandais derrière pour répondre, tu vas pas donner un numéro comme ça si derrière il y a personne qui va comprendre les questions qui arrivent en néerlandais. Donc il faut vraiment, avant de faire un compte, voilà, se poser toutes les questions, se demander comment on l'intègre aussi, à quoi ça va servir, et si le compte WhatsApp fonctionne bien, qu'est-ce qui se passe après en fait? Comment on améliore? Comment on va plus loin peut-être grâce à cet outil-là? Alors, je vois le temps passer. Philippe, sur ces évaluations, il y avait une question là, peut-être Marie aussi. Oui, à partir de quand juge-t-on qu'une publication a fonctionné? Enfin voilà. Est-ce qu'il y a des ratios Oui, il y a des ratios moyens dans l'absolu, mais ça ne veut rien dire. Ça vous permet dans l'absolu de se comparer à d'autres. Et c'est pour ça qu'on dit, on a tout de suite parlé de dire tableau de bord, indicateur. Avant de se lancer dans une activité un peu plus poussée, il faut d'abord se mesurer soi-même. C'est important d'avoir de l'antériorité dans de la donnée pour commencer à se dire, tiens, bah, ma portée moyenne, c'est ça quand je fais rien. Et après, quand on a une activité éditoriale, c'est intéressant de dire, comme disait tout à l'heure Adèle, ah bah, je regarde les posts qui fonctionnent ou pas. Bah, c'est justement en faisant ce suivi d'activité, on va voir quelles sont nos propres moyennes, avoir aussi la connaissance de d'autres territoires. Mais c'est important, c'est comme ça qu'on peut juger d'abord une action, c'est en regardant un peu sur la durée. Ça paraît simple dans l'absolu. Je peux vous donner des taux moyens, mais tout seul, ça n'a pas de sens dans l'absolu parce que ça va dépendre quel est votre site de clientèle, quel est son âge, à quel moment poster, etc. Donc, il y a plein d'éléments qui vont modifier. Vous ne pouvez pas vous dire, par exemple, ma portée moyenne, c'est tout le temps ça. Bah oui, mais ça va dépendre à quel moment on l'a posté, ça va dépendre de la nature du contenu. Est-ce qu'on était dans un contenu qu'on a repartagé de quelqu'un? Est-ce que c'est une propre production éditoriale? Bref, il y a énormément d'éléments qui rentrent en jeu dans la logique d'évaluation. Donc, le seul conseil que je peux donner est très simple, c'est qu'on n'a pas commencé, même si on a tout commencé, c'est déjà commencer à engranger de la donnée, de regarder quand je poste, qu'est-ce qui se passe, regarder c'est riche,
regarder les engagements, etc. Et à partir du moment qu'on commence à regarder ça sur quelques mois, on peut commencer à en tirer des enseignements et se dire, bah, ça, c'est une publication qui a fonctionné, ça, celle-là, elle n'a pas fonctionné. Si je peux juste ajouter, il ne faut pas hésiter à faire des tests aussi parfois sur des nouveaux contenus, des nouveaux types de contenus, des nouveaux partages de contenus, parce que nous, on se teste en permanence. Forcément, une fois par mois, on fait un test avec un nouveau type de contenu qu'on n'avait jamais fait avant ou avec un nouveau type de visuel. Donc vraiment, ce que dit Sandrine est hyper important et c'est en trame de fond de toutes les questions. Quand elle disait, il faut se poser la question des ressources et des moyens. Et ça répond à la question, faut-il faire une page Facebook, 2 pages Facebook, faut-il poster en plusieurs langues? C'est tout. La question de base, c'est OK, j'ai une cible, j'ai un marché que je veux adresser, mais quelles sont mes ressources humaines disponibles pour le faire et quels sont mes moyens financiers? Si déjà, il faut d'abord répondre à ces questions. OK, dans l'absolu, il faudrait faire toutes les langues, on est d'accord, il faudrait faire c'est pas possible, c'est d'abord se poser la question, est-ce que j'ai les personnes pour gérer? Est-ce que j'ai le contenu éditorial suffisant pour alimenter cette page? Je sais bien de faire une page en anglais, mais si on est en capacité de poster que 4 trucs dans l'année, est-ce que c'est nécessaire? Bref, dès le départ, c'est se poser mes moyens et mes ressources humaines et après de voir est-ce que je suis en capacité de le faire. Philippe, je vais peut-être reprendre la parole. Alors, c'est moi qui vais poser la question cette fois-ci parce qu'on a récupéré nos amis de Nantes. Oui. Voilà, la connexion a l'air d'être à peu près stabilisée. Vous nous entendez toutes les deux? On les avait il y a quelques secondes. On les a vraiment perdus. Là, on a un problème de débit avec Nantes. Nantes, vous êtes là? Oui. Ouais, alors, une petite question à vous, dernière question. Vous êtes avec nous. Qu'est-ce que vous auriez envie, sur la base de votre expérience, de recommander à vos collègues des autres offices de tourisme qui sont de l'autre côté de l'écran? Le sujet que vous voulez, comme on vous a pas eu beaucoup, l'organisation, les contenus, la stratégie éditoriale, comme vous voulez. Voilà, quelles recommandations vous voudriez faire passer? Ça vous fait beaucoup rire déjà. D'accord. Alors vraiment, on est désolé. Alors, moi, ce que je conseille, c'est que le numérique, le digital, tout ce que vous voulez, ça passe dans tous les services d'un office de tourisme. Voilà. Donc, ça prend du temps, mais nous, on a commencé cette démarche et voilà, c'est top. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais laisser la parole à Florent. Et elles sont parties. Vous êtes toujours là? Non, mais ils ont des vrais problèmes de… Ah ouais, on a un vrai problème de… Bon, est-ce que voilà, un petit mot de la fin, est-ce qu'il y a une dernière question? Sylvain, sur les… Non, j'ai pas de dernière question, mais Sylvain, je vous voyais aussi… Nantes. Ah ben, on va pouvoir… Pardon, alors, tout le monde, voilà, doit être impliqué. Est-ce qu'il y a un deuxième message, Florence? Oui, c'est ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure qu'on essaie beaucoup de travailler avec l'accueil pour avoir vraiment le sens du mot réseau et que les personnes de l'accueil répondent aux visiteurs via Facebook, Twitter, Instagram comme un nouveau point d'accueil et un nouveau point d'accès à Nantes, comme ceux qui viennent à l'accueil ou qui envoient un mail ou qui téléphonent. Donc ça, c'est important qu'elles… Effectivement, ça fait bien combien ça commence par ce biais-là. Qu'ils aient une réponse rapide. Oui, ça paraît très intéressant cet accueil entre guillemets virtuel qui devient le point de contact essentiel. Marie-Laure, sa tête. Oh. Voilà. En fait, je ne sais pas si vous entendez, on s'est aperçu rapidement que les gens, via les réseaux sociaux, posent les mêmes questions qu'à l'accueil, au téléphone ou par mail. Donc, il était essentiel que ce soit elles qui répondent pour que les gens aient les bonnes réponses aussi sur les réseaux et pas seulement quand ils viennent à l'accueil physique et elles peuvent répondre vraiment en complémentarité avec ce qu'elles font en physique. Donc, ça, c'était très important. Parce que nous ne sommes pas à l'accueil. Hein. J'ai réussi à entendre qu'à Oléron, vous faisiez 2 choses, mais nous, on n'est pas à l'accueil. Donc, on n'a pas forcément le rapport quotidien avec les visiteurs. Je peux rajouter quelque chose? Vous nous entendez? Oh là là, on va en profiter. Ce qui nous intéresse aussi, que vous devez peut-être surveiller, vous, c'est Google Business. C'est les pointeurs sur la map. Et c'est les avis. Et les avis ou les questions, elles sont pas toujours très bien tournées. Et c'est des local guides qui répondent. Quid d'un office de tourisme dans ce genre d'informations? Généralement, c'est terrible. Je peux pas vous répondre. Je suis à 700 km de Nantes, par exemple. Et l'autre truc, c'est TripAdvisor aussi, qui commence aussi à jouer plutôt, non pas les avis, mais de pousser
comment on appelle ça, comme des ambassadeurs. Donc, on observe ça aussi pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire dans ces nouveaux moyens d'information. Voilà. Merci beaucoup de ces. Voilà, on a quand même réussi à vous écouter un petit peu. Et 4 questions à la fin, là, Marie, je crois. Oui. Bon, moi, je pense que les uns et les autres, on a noté beaucoup d'idées avec des offices plus ou moins, importants sur des destinations, soit une ville comme Nantes, soit des destinations plus touristiques comme Collioure et Oléron. Merci beaucoup. Sandrine, merci aussi de ton éclairage. Merci. Je crois qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Merci aussi à Philippe, à Marie. Ce que je retiens, moi, c'est qu'il faut une adaptabilité très grande. Il faut sans doute aussi aller regarder ce que font vos voisins, vos collègues et amis des autres destinations. Et je note aussi le conseil très important de Philippe qu'il ne faut pas aller dans quelque chose qu'on n'est pas capable de tenir sur la durée, notamment en termes de ressources humaines. C'est clair qu'on ne peut pas se lancer sur tout et qu'il faut déjà faire bien ce qu'on peut faire et surtout tester, regarder sans arrêt ce qui peut être amélioré. Marie et Philippe, est-ce que vous avez un petit mot à ajouter? Non, ça va. Moi, j'ai un petit mot à ajouter pour déjà remercier effectivement à mon tour nos intervenants, nos participants côté office, très réactifs. Les questions qui sont arrivées et puis vous donner rendez-vous le 13 décembre à 10h également, donc au même endroit à nouveau, pour cette fois-ci notre dernier webinaire de la saison sur l'accueil des blogueurs. On restera dans le social, mais un autre type de social. Voilà. Merci beaucoup à tous. Très bonne journée, très bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Ce webinaire sera rediffusé à tous les participants. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, ça doit être fini. Voilà. On ferme ça là. On va peut-être leur dire. Attends. Au revoir. Ouais. Merci. Merci. Ouais. Ouais. Merci pour votre patience. Et pour cet échange. Bon, ben, on va tout fermer. Je ferme tout là. Clac. Quitter.